Bonjour à toutes, bonjour à tous. Retrouvez dans un instant Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, lundi 4 mai 2026, lors d'un nouveau classique au détail autour de Candide de Voltaire, et plus précisément du chapitre 6, celui concernant le tremblement de terre de Lisbonne. Bonne écoute. Bonjour, bonsoir. Alors vous êtes extrêmement courageux d'avoir enlevé vos scaphandres et d'avoir réussi à arriver jusqu'à la librairie Ombre Blanche aujourd'hui. Et en dépit de tout, nous sommes quelques-uns. Et puis on va essayer de se réchauffer un petit peu. Ça tombe assez bien parce que le passage qu'on fait aujourd'hui, il y a du feu, voilà, un autodafé. Et donc normalement, ça doit réchauffer un petit peu, théoriquement. Et puis Voltaire est brillant. C'est un des meilleurs auteurs pour lutter contre la morosité, contre la pluie, contre tout ce qu'on veut dans ce genre. Voilà, c'est très bien. Donc aujourd'hui, on va présenter effectivement un classique parmi les classiques, c'est-à-dire Voltaire, puisqu'il est effectivement dans tous les manuels de littérature. On le met parmi les grands auteurs de la littérature française et qu'on va dire à bien des égards, c'est un auteur classique, quand bien même il appartient au XVIIe siècle, mais au XVIIIe siècle. Ce texte, j'avais envisagé de le faire il y a un an à peu près, parce qu'il traite du tremblement de terre de Lisbonne, qui a lieu en 1755, et qu'en gros, ça fait à peu près un anniversaire pour, disons, 2025. Ça marchait à peu près. Et puis, ça a été annulé pour je ne sais plus quelle raison. C'est peut-être moi qui suis tombé malade ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, c'est venu donc, en 2026, et ça tombe très très bien que ça tombe au mois de mai 2026, au 4 mai 2026, parce que c'est presque l'anniversaire, à un mois près, de ce qui est raconté dans le texte qu'on va étudier, puisque le 20 juin 1756, les catholiques portugais ont fait un bel autodafé dans lequel on a brûlé un certain nombre de livres et au passage quelques personnes pour essayer d'éradiquer la malédiction qui pesait sur effectivement Lisbonne et cette histoire de tremblement de terre. Et donc ça tombe assez bien puisque donc effectivement on est sur une sorte d'anniversaire de tout cela. Voilà. Et puis c'est aussi assez amusant pour moi parce que le 4 mai c'est aussi le jour de la messe depuis 1323 à Toulouse, puisque ce jour-là c'est la fête des Jeux floraux. Et donc ce matin à l'église de la Dorade en présence de toutes les autorités compétentes et incompétentes. Et cet après-midi, disons à la salle des illustres, sont lus des poèmes plus ou moins mauvais. C'est normal parce qu'il ne peut pas y avoir autant de poètes que ceux qui sont donnés au prix. Et donc c'est la journée catholique à Toulouse. Et donc justement, c'est assez amusant parce qu'on va lire un texte de Voltaire. Voilà, précisément. Donc c'est une sorte de hasard qui fait un peu ces choses-là. Voltaire est un auteur parfaitement bien connu. Il ne s'appelait pas Voltaire, on le sait bien. Il s'appelle Jean-Marie Arouet, bien sûr. Il naît à la fin du XVIIe siècle et il meurt à la fin du XVIIIe siècle. Et donc c'est typiquement un auteur du XVIIIe siècle. Et quand il écrit Candide et quand il le publie au milieu du XVIIIe siècle, c'est en 1759, il a déjà un bon âge, il a encore une trentaine d'années à vivre, ou 25 ans à vivre à peu près. On est sous le règne du roi Louis XV. L'entreprise majeure littéraire, philosophique du XVIIIe siècle français, qui est l'encyclopédie, est en cours, puisque ça l'occupe. Voilà, il écrit des articles avec d'Alembert, Diderot, un certain nombre d'autres gens de ce genre. Tout ce qu'on appelle les philosophes de l'époque sont vivants à ce moment-là. Bon, Diderot, Rousseau, d'Alembert et bien d'autres. Voilà, Voltaire en particulier. Ils se connaissent, ils boivent des coups ensemble, ils vont dans des salons, tout ce que vous voulez. Ils se détestent, ils s'aiment, etc. On est au cœur du siècle des Lumières. Et effectivement, dans ce siècle des Lumières, paraît un livre tout à fait étonnant qui a un succès considérable immédiatement et qui paraît dans toute l'Europe, à la fois à Berlin, il paraît à Londres, il paraît à Paris, il paraît dans ce qui est maintenant la Belgique, etc., qui est son nom d'auteur. Personne ne sait officiellement que c'est Voltaire qui l'a écrit. Le personnage qui s'appelle Voltaire dit que c'est une coyonnerie, voilà, il emploie ça, et que donc c'est pas lui l'auteur, bien entendu. Et donc c'est un texte très particulier qui explose, vous savez, de manière un peu terroriste, comme une série de bombes qui explose un peu dans toute l'Europe. Voilà, j'ai un ami qui est bouquiniste, qui a réussi à collecter les 8 éditions originales de Candide de Voltaire. Donc il y a une d'Amsterdam, ou de Rotterdam plutôt, une de Paris, deux de Londres, une de Berlin, etc. Enfin voilà, donc il fait ça d'un seul coup. Et donc c'est tout à fait à la Voltaire. C'est pas moi. Et poum, 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 ça éclate partout, parce que c'est une affaire philosophiquement, poétiquement et très terrible. Alors Voltaire est bien connu à ce moment-là. C'est un personnage extrêmement compliqué, extrêmement amusant, curieux, quelque part homme à femme, extrêmement riche, capitaliste, tout ce que vous voulez, escroc naturellement, enfin voilà, comme tout
tout le monde, voilà. Et en même temps extrêmement provocateur, extrêmement intelligent. C'est un personnage extrêmement célèbre dans l'Europe entière. Dans les années qui précèdent l'écriture de Candide, il avait séjourné en Prusse chez le roi Frédéric II de Prusse, qui se voyait comme un despote éclairé. C'était surtout un despote, mais il est vrai qu'il était relativement éclairé, qu'il savait beaucoup de choses, qu'il fait de la poésie, et qu'il n'écrivait, il ne parlait que français pratiquement. Donc c'était l'époque où la Prusse parlait français, et Frédéric II écrivait des poèmes en français. Et donc il reçoit Voltaire pendant plusieurs années, qui au bout d'un moment est assez déçu parce qu'il se rend compte que Frédéric II, en effet, est quelque peu douteux. Évidemment, c'est surtout un despote plus qu'autre chose. Voilà. Mais c'est un despote en effet éclairé qui a considérablement modernisé la Prusse de l'époque, et en particulier l'armée prussienne, ce qui lui a permis de faire la piler à un certain nombre d'autres gens dans les années qui ont suivi. Et donc Voltaire sort de cet épisode, il rejoint des zones du côté de la Suisse, de Genève, etc. Et donc il est, disons, largement au milieu des passés de sa vie. Il a une œuvre déjà considérable, une œuvre de philosophe, d'épistolier, une œuvre de poète, et en particulier il est l'auteur d'un poème qui a beaucoup compté à ce moment-là, en 1755, le poème sur le tremblement de terre de Lisbonne. On va revenir sur ce tremblement de terre. Et puis toute une série de textes divers et variés qui l'amènent à polémiquer avec un tas de gens dans le XVIIIe siècle. Et Candide fera partie de ces textes qui sont polémiques. Alors Candide, c'est un texte assez particulier parce que c'est un conte philosophique. C'est pas un roman, au sens, c'est pas très long en effet, bon, ça fait 150 pages à peu près, enfin selon les éditions. Les personnages ne sont pas comme dans un roman, on va dire, en principe plus ou moins crédibles, en ce sens qu'ils ont une psychologie, une biographie à peu près repérable, etc. Ils sont un peu étranges, ils ressemblent plus à des personnages de bande dessinée, à la rigueur de conte. Il leur arrive à un rythme hallucinant des événements qui, dans la vie ordinaire, n'arrivent pas à ce rythme hallucinant. Et puis ce texte, qui est un conte, n'est pas non plus un conte comme il y en avait au XVIIe ou XVIIIe siècle, Perrault, puis Madame d'Aulnoy et bien d'autres, c'est-à-dire un conte de fées, un conte qui raconte des histoires auxquelles on est prié de croire, à condition de se dire que les fées existent, que les loup parle, etc., que le petit chaperon rouge va se promener dans la forêt et qu'il dialogue avec le loup, des choses de ce genre. Donc des contes merveilleux. Et ce n'est pas non plus un conte comme La Fontaine en a fait, ou comme beaucoup d'auteurs en ont fait, comme Boccace en a fait. C'est-à-dire des contes qui sont des contes érotiques, plus ou moins, enfin grivois, des choses comme ça, où on raconte des histoires qui, bon, sont là pour divertir les lecteurs, parfois les lectrices, mais en général plutôt les lecteurs. Donc c'est une autre catégorie qu'invente Voltaire, qui a ses racines dans le XVIIIe siècle. Quelqu'un comme Montesquieu a écrit des textes qui, à certains égards, peuvent ressembler à des contes. Bon, c'est pas des contes, évidemment, les lettres philosophiques, les lettres persanes ou autres. Voltaire, lui, a déjà écrit cela. Donc, c'est des contes, un conte court, un conte avec des personnages un peu extraordinaires, un rythme très particulier, un ton très particulier qui fait penser un peu les écrits pour l'enfance, mais avec une dimension philosophique, puisqu'il y a ce mot philosophique. Alors, philosophique, ça ne veut pas dire nécessairement prof de philo, avec agrégation de philo, thèse de philo, ennui, université Jean Jaurès, ça fait tout ce que vous voulez. Ça veut dire aussi cette position qu'ont les gens au XVIIIe siècle, comme Voltaire, Rousseau, d'Alembert, Diderot, etc., de faire de la philosophie, pas nécessairement comme on faisait Platon, mais de défendre un certain nombre d'idées de manière mondaine. Maintenant, ils seraient dans des festivals comme l'Histoire à venir ou je ne sais pas quoi dans ce genre. Ils parlent au public, ils s'adressent au public, ils s'écrivent au public. Ils ont envie de bouger un peu les choses. Il y a des tas de gens aujourd'hui qui font un peu ça. Boucheron, par exemple, je pense à l'Histoire à venir et bien d'autres, qui sont des gens qui interviennent sur la place publique et qui ne sont pas des profs de philo, enfermés dans des colloques avec 2 ou 3 personnes, des choses de ce genre. Donc, philosophe, ça veut dire des gens qui, quelque part, aiment la sagesse, mais surtout qui sont dans un combat. Et le livre de Candide est un livre qui est dans un combat. Véritablement, il s'est adressé pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'il combat ? Il combat tout. Mais il combat en particulier un autre grand philosophe de l'époque, un peu plus ancien, qui s'appelle Leibniz, qui est un philosophe allemand qui vit à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, qui est l'auteur d'un ensemble d'ouvrages très considérables, dont les Essais de Théodicée, la monadologie, et c'est un des plus grands philosophes de l'Occident, bien entendu. Il se caractérise par un de ses aspects. Ce personnage est convaincu que Dieu existe. Il propose plusieurs démonstrations de l'existence de Dieu. Mais si Dieu existe, il y a un problème tout de même, puisque Dieu ne peut pas être méchant, parce que si Dieu est méchant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et si Dieu est méchant et que quelque chose lui manque, Dieu est contradictoire dans ses termes. Donc Dieu ne pourrait pas exister. Donc Dieu ne peut être que tout-puissant, bien sûr, mais Dieu ne peut être que fondamentalement bon. Or, il y a un problème, c'est qu'il y a du mal. Il y a du mal, il y a des enfants qui meurent, il pleut énormément. Le jour où on organise une rencontre à Ombre Blanche, et ça c'est vraiment le mal, c'est un scandale incroyable. Et c'est honteux, je ne sais pas ce que fait Jean-Luc Moudin, mais enfin voilà, il aurait pu arrêter la pluie. Enfin voilà. Bon. Donc il y a du mal, il y a des choses qui nous contredisent, parfois de manière un peu ridicule, hein, comme je viens de le faire là, mais parfois de manière extrêmement douloureuse. Il y a des guerres, il y a des bombardements, il y a des maladies, il y a des enfants qui meurent, enfin des femmes qui sont violées, des hommes aussi, ce que vous voulez. Enfin voilà. Bon, enfin c'est terrible, il y a du mal, et pourtant il y a Dieu. Et normalement, Dieu, il devrait éviter qu'il y ait du mal. C'est un problème. Leibniz trouve une solution philosophique possible, qui est l'idée suivante, c'est que Dieu a pensé
tous les univers possibles. Donc il y a une infinité de possibles d'univers. Un univers avec cette rencontre en robe blanche, un univers sans la rencontre en robe blanche, un univers dans lequel il y a Isabelle Foresta, un vêtement rouge, un univers où elle aurait un vêtement bleu, etc. Enfin voilà, peu importe. Donc, une série d'univers. Tous ces univers sont possibles, bien entendu. On peut faire de la série. Et donc Leibniz est un mathématicien. Il pense à l'infini des possibilités. Et parmi tous ces univers, Dieu a choisi celui dans lequel il y a le moins de mal possible. Donc c'est le meilleur des mondes possibles. Évidemment, s'il a choisi l'univers dans lequel Isabelle de Foresta porte une tenue rouge et non pas une tenue bleue ou verte, c'est parce qu'au bout du compte, dans cet univers-là, où tout compte, bien entendu, il y a certes du mal, bien entendu. Il n'y a plus, tout à l'heure, il faut vraiment le remarquer. Il y a des enfants qui sont en train de mourir, il y a des bombardements à droite et à gauche, je ne sais pas quoi, les trois d'Ormuz, si vous voulez. Ça va mal, il y a des épidémies, des tremblements de terre, etc. Mais il y en a le moins possible par rapport à l'univers, par exemple, dans lequel Isabelle de Foresta aurait une tenue bleue, par exemple. Voilà, il y aurait encore plus d'enfants morts, il y aurait tombé de la grêle, enfin, je ne sais pas quoi. Et donc, Dieu est celui qui, certes, n'a pas empêché le mal, mais a choisi l'univers dans lequel il y a le moins de mal possible. Et ce mal, d'ailleurs, nous permet la liberté. Parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas le mal, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire, bon, par exemple, je peux assassiner Patricia qui est devant ou ne pas l'assassiner. Bon, j'ai le choix. À tout instant, je sors un poil, poum, poum, voilà. Et donc, effectivement, je suis libre, supposons que j'ai un revolver dans la poche, de la tuer ou de ne pas la tuer, ou de la couper en morceaux, ou de ne pas la couper en morceaux. Mais si je la tue, c'est quand même pas bien. Voilà. Puis en plus, elle est une excellente pédicure, j'ai besoin d'elle parfois, etc. Bon, donc, il vaut mieux que je la tue pas parce que c'est le mal. Mais je suis quand même libre, quelque part. Et presque c'est manière angoissante de la tuer, parce que je sais qu'elle a un peu d'argent, son portefeuille m'intéresse, etc., sa maison, son appartement, etc. Et donc, je peux imaginer de la tuer. Voilà. Et je suis devant ma liberté, véritablement, faire ce mal ou ne pas le faire, ou n'importe quel autre mal possible et varié. Dieu nous a laissé cette liberté. Il est clair que si je l'assassine, peut-être je vais prendre son portefeuille au passage, mais Saint-Pierre m'attendra à la sortie en me disant, tu l'as tué ce jour-là, c'est le mal, d'accord, et donc je risque de le payer assez cher, d'une manière ou d'une autre, en termes de purgatoire peut-être, ou d'enfer éventuellement. Et donc je suis face au mal dans une certaine liberté, et cette liberté, angoissante certes, évidemment, pour Sartre et pour d'autres, peut-être angoissante, mais elle est aussi un bien quelque part, parce que c'est notre grandeur de pouvoir, quant à nous, savoir si on va faire ceci ou cela ou autre. Et donc cet univers serait le moins mauvais possible. À la limite, le philosophe qui apparaît dans le conte va penser à dire que c'est un univers où tout est bien. C'est pas l'idée de Leibniz. Et donc cette idée-là choque considérablement Voltaire, parce qu'effectivement, cette idée dans laquelle Dieu aurait organisé l'univers de la meilleure possible est un peu embêtante à au moins deux aspects. Un premier aspect, c'est qu'il y a quand même du mal. Et en 1755, il y a effectivement, Voltaire est au courant, un des premiers événements de dimension européenne au sens d'une catastrophe naturelle dont on parle partout. Ça avait un peu commencé déjà au siècle précédent avec ce qu'on appelle le tremblement de terre des Pyrénées, mais c'était un petit tremblement de terre à côté. C'est le tremblement de terre de Lisbonne. Et donc en 1755, il y a un tremblement de terre à Lisbonne et aux environs. En fait, c'est une série de tremblements de terre qui font maintenant, on a l'impression, à peu près 100 000 morts. Donc entre le tremblement de terre et les renvois de mer qui se font sans arrêt, tremblement de terre qui fait des morts jusqu'au Maroc. Donc c'est pas de la rigolade, c'est un tremblement de terre de force 8-9. Donc vous savez, chaque fois on double. Voilà. Donc c'est considérable, c'est beaucoup plus que le tremblement de terre des Pyrénées qui a dû avoir une force 5 à peu près. Donc un tremblement de terre considérable qui fait énormément de morts, qui rase la ville de Lisbonne. Quand on s'y rend, on voit bien que la ville date de la fin du XVIIIe siècle pour l'essentiel. Donc ça a été rasé, complètement noyé, rasé, détruit, incendié, parce que effectivement les suites du tremblement de terre, c'est des incendies, donc des morts. Donc dans une ville qui était extrêmement puissante, prospère, puisque donc le Portugal, c'est pas simplement le Portugal à l'époque, c'est le Portugal plus le Brésil, enfin l'Amérique du Sud évidemment, c'est une capitale très importante de commerce international, très moderne, très puissante. Tout ça est détruit, rasé complètement, et Voltaire apprend ça parce qu'à ce moment-là, au milieu du XVIIIe siècle, il y a effectivement des moyens de communication un peu meilleurs qu'au siècle d'avant, mais surtout de la presse. Et donc il se crée une communication assez rapide des informations, et puis il y a une opinion publique qui se crée, ce qu'on appelle les philosophes. Ils existent parce qu'il y a déjà une sorte d'opinion publique, c'est-à-dire un nombre suffisant de gens qui lisent, écrivent, comptent, reçoivent le journal en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie ou ailleurs, et qui peuvent éventuellement prendre la parole eux-mêmes dans des journaux, écrire, enfin faire des choses de manière différente, donc une opinion publique. Et donc les informations circulent, et donc on a assez coutume de dire que c'est le premier événement qui aussi vite, cette première grande catastrophe naturelle, qui est immédiatement un événement européen, de sorte que Voltaire, qui est à des milliers de kilomètres de Lisbonne, est immédiatement au courant et réagit un peu comme par sa sensibilité, mais bien sûr, parce que ça le perturbe. Enfin voilà, il y a 100 000 morts, il ne sait pas le nombre. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de morts. En même temps, c'est aussi une occasion, vous savez, comme pour BHL, où tous les intellectuels organisent
mécanique aujourd'hui, pour se faire sa propre pub, puisque tout le monde en parle, moi aussi je vais en parler. Donc je vais faire un poème, etc. Donc il y a ce double aspect, l'émotion, quelque chose à dire, mais aussi en même temps quelque chose à faire sentir, c'est que c'est moi aussi qui en parle, parce que moi je suis là. Et donc, premier problème, un problème dramatique pour la philosophie de Leibniz, il y a du mal. Il y a des enfants qui meurent, il y a des nègres, je reprends ce mot parce que dans le conte de Candide, il y a le nègre de Suriname, voilà, un esclave qui au Suriname, donc en gros vers la Guyane actuelle, se trouve battu, on lui coupe la jambe, on lui arrache un pied, je sais plus très bien, pour faire du sucre, tout simplement. Donc il y a des choses terribles, il y a évidemment des femmes violées partout, etc. Bon, il y a des femmes où on coupe la fesse, il y a toutes sortes de maladies, de lèpre, de tout ce que vous voulez. Il y a du mal partout, quand on couche avec des femmes, on attrape la syphilis, etc. Bon, il y a du mal. Ça, c'est embêtant, parce qu'il y a non seulement du mal, mais il y a beaucoup de mal. Dieu, quand même, s'il n'a pas trouvé mieux comme univers, voilà l'objection de Voltaire, c'est un peu embêtant. Et puis, deuxièmement, si on se met dans la logique du tout est au mieux possible, le moins de mal possible, eh bien, pour Voltaire, c'est un peu embêtant. De notre point de vue, Voltaire est convaincu qu'il y a une place importante pour le travail humain, pour améliorer les choses. Donc, c'est la fin du conte, on y reviendra de Candide, cultivons notre jardin. Alors ça reprend évidemment la Bible, dans laquelle il y a le jardin d'Éden, etc. Mais on ne se souvient pas très bien que Adam et Ève, près de la pioche, et puis cultivent, ils plantent des salades et des carottes, etc. pour améliorer le terrain. Ils sont là, ils sont à poil, ils se baladent un petit peu, jusqu'au moment où un serpent tente un peu Ève, et puis la suite est mauvaise. Mais ils n'ont pas l'idée dans le jardin de travailler le jardin. Ils ne travaillent, tripalium en latin, ça veut dire le triple pieu qui vous torture, qu'on vous enfonce un peu dans les fesses, ils ne travaillent que quand ils sont chassés du paradis terrestre. Donc après. Donc le travail, c'est un peu pénible. Alors il y a des théologiens qui disent qu'ils travaillaient déjà, parce qu'il n'est pas si sûr que ça, que le travail soit une torture, etc. Et que peut-être au paradis terrestre, Adam et Ève travaillaient, mais travaillaient à faire des œuvres d'art, de la musique, du Jean-Sébastien Bach, des choses comme ça. Vous voyez. Un type de travail qui n'est pas le travail super pénible, super désagréable, donc tripalium. Voilà. Bon. Mais pour Voltaire, effectivement, cette idée du travail, par lequel, grâce à un effort concerté du corps et de l'intelligence, on améliore la situation, c'est-à-dire que la terre devient féconde, elle va produire des carottes, etc. Mais surtout, nous allons peut-être améliorer notre condition, on va se soigner les uns les autres, etc. Se rendre plus intelligent, avoir des choses plus délectables, de la musique, etc. Mais aussi, on va pouvoir cumuler, c'est-à-dire la génération 1 va faire ceci ou cela, la génération 2 va récupérer une partie de ce qu'a fait la génération 1, et puis ainsi de suite. Et donc, on va faire apparaître ce que les philosophes de la fin du XVIIIe siècle ont appelé progressivement le progrès, c'est-à-dire cette idée que Condorcet développe dans un livre à la fin du XVIIIe siècle, l'histoire des progrès de l'esprit humain, c'est-à-dire en accumulant effectivement des données en sciences, en littérature, en technologie, etc., en sciences naturelles, eh bien l'humanité maintenant va mieux qu'autrefois et peut-être elle ira de mieux en mieux. Et donc c'est pas Dieu qui aurait choisi le meilleur des mondes possibles, mais c'est nous les hommes qui, avec tous nos défauts, tout ce que vous voulez, le mal que nous faisons, etc., progressivement nous améliorerions le monde et ça donnerait donc sens à l'activité philosophique qui ne serait pas simplement de spéculer sur les essences, comme peut-être, je ne sais pas, un philosophe idéaliste, vaguement platonicien, qui serait du fond de sa caverne et qui regarderait un peu les essences serait, mais ça donnerait un sens au travail du philosophe qui collaborerait avec d'autres philosophes pour répandre les connaissances et les idées de manière à ce qu'un grand nombre de gens, le plus grand nombre de gens possible, aient les techniques pour fabriquer des pendules, soigner les gens, faire des chaises, des tables, des micros, de manière à ce que l'humanité soit la plus heureuse possible ou la moins malheureuse possible. C'est le sens du projet de l'encyclopédie. L'encyclopédie, c'est une collaboration entre des philosophes, des intellectuels. Alors, ce qu'on appelle philosophes, mais ça peut être des techniciens, des horlogers, des astronomes, tout ce que vous voulez, qui se réunissent entre eux pour mettre à la disposition du plus grand nombre de gens possible. C'est un peu l'idée de Wikipédia qui continue cette idée, de manière à ce que les sciences, les arts et les techniques se diffusent, de manière à ce que l'humanité puisse, on peut l'espérer, être un peu moins bête, un peu moins fanatique, un peu moins tout ce que vous voulez dans ce genre, et un peu moins malade, un peu moins pauvre et tout ça, pour aller vers le progrès. Et donc ça, c'est pas une perspective historique du tout envisagée par Leibniz. Leibniz ne s'intéresse pas à l'histoire, c'est-à-dire soit à la décadence, soit au progrès. C'est pas son sujet. C'est un métaphysicien. Ce qui l'intéresse, c'est la question de l'être, la combinaison des possibilités de l'être. Mais ce n'est pas un philosophe de l'histoire, comme le sera plus tard Hegel, par exemple, au XIXe siècle, ou Marx, ou bien d'autres. Ce n'est pas ça. Et Voltaire n'est pas exactement un philosophe de l'histoire, mais il est fasciné par l'histoire, par le chaos de l'histoire. Ça va dans un sens, dans l'autre, mais aussi par l'espérance que l'humanité puisse améliorer grâce au travail de l'esprit et du corps,
sa condition. Et donc pour lui, Leibniz, c'est un peu l'ennemi. Il appartient à la catégorie de ces gens qui ont des systèmes. Alors cette notion de système, elle est très importante pour Voltaire et c'est ce qu'il déteste le plus au monde. Les systèmes, c'est donc un ensemble d'idées organisées entre elles pour essayer de rendre compte de tout. Alors on peut faire un système catholique, par exemple, on peut faire un système sartrien, qui sera athée, on peut faire un système, tout ce qu'on veut, leibnizien ou autre. Et donc celui qui a l'esprit de système mettra en ordre des idées en prétendant qu'il peut rendre compte de tout, des maladies, du bien, du mal, du progrès, etc. Donc on voit bien les qualités de l'esprit de système parce que ça donne une espèce de clarté. Si je suis une sorte de systématique catholique, on en connaît, ou si je suis un systématique athée, ou si je ne crois qu'à la science et j'élimine la question de Dieu, ou j'élimine les femmes, ou j'élimine les hommes, ce que je veux. Enfin voilà, quand je fais un esprit de système, je dois toujours éliminer des trucs et des machins pour que mon système fonctionne. Le problème, c'est que je dois éliminer. L'avantage, c'est que ça, lui compte, ça fonctionne. Il y a un dessin très beau de Sampé que j'aime beaucoup quant à moi, comme dessinateur, mais ce dessin en particulier, c'est une photo de fin d'année dans une entreprise. Et donc, on rassemble tous les employés. Ils sont tous les uns à côté des autres. Ils ont tous à peu près la même taille. Mais il y en a un qui est tout petit. Il est tout petit. Il est là. La voix du patron apparaît en voix off. Virez-le, ça simplifiera tout. Voilà. Et donc, c'est ça. Il y a celui qui est en trop, le reste, il est tout petit, et voilà, il est en trop. Voilà. On le vire, et donc, à ce moment-là, le système fonctionne, puisqu'ils ont tous à peu près la même taille, et là, on peut faire la photo. Voilà, c'est très bien. Et donc, évidemment, ce que reproche Voltaire à l'esprit de système, c'est que ça élimine toujours un certain nombre de choses, de gens, de réalités qui font problème. Et quant à lui, il pense qu'il n'y a surtout que des problèmes. Des trucs qui vont mal de tous les côtés, des trucs bizarres. Alors par exemple, dans Candide, Candide et Cacambo se baladent du côté de la Patagonie. Et soudain, il y a des femmes à poil qui se baladent. Bon, ça arrive. Et elles sont en train de se faire pincer les oreilles et les fesses par des singes. Alors ils interviennent pour les sauver, parce qu'ils se disent quand même c'est pas possible. Et ils tuent quelques singes par là, voilà. Pas de chance, les femmes en question, les femmes nues, sont amoureuses des singes qui sont là. Ça n'arrive pas d'habitude dans la vie, que des femmes tombent amoureuses, ça suit peut-être, bon, c'est plutôt rare. Mais il n'est pas impossible que quelque part, pourquoi pas, contrairement à tous les systèmes qu'on peut faire, les femmes aiment les hommes, à la rigueur les femmes aiment les femmes, si vous voulez, il y en a quelques-unes, du côté de chez les oreillons, par là-bas, qui aiment les singes. Bon, mais ça peut arriver. Voilà. Alors c'est embêtant pour l'esprit de système parce que voilà, normalement on tue les singes qui pincent les fesses des femmes nues. Voilà. Mais justement là-bas, pas de chance, elles aiment les singes. Et donc ainsi de suite. Voilà. Il y a toujours quelqu'un ou des hommes ou des femmes qui font quelque chose qui n'est pas prévu par, disons, l'esprit de système, qui fait qu'on va dire tous sont comme ceci ou comme cela. Et ce qu'on peut faire, c'est observer ce qui se passe. Alors, il y a un grand livre de Voltaire qui s'appelle L'Essai sur les mœurs, dans lequel on décrit, on se balade à travers le monde. Alors, on observe que, en Arabie Saoudite, si vous voulez, ils font comme ça, ils portent des turbans, si vous voulez, ou chez les Indiens. Ailleurs, ils ont 6 femmes, ailleurs, ils en ont 3, ailleurs, ils en ont 2, ailleurs, c'est l'inverse. Enfin, peu importe. Il y en a qui mangent cru, il y en a qui mangent pas cru, etc. Il y en a qui se baladent tout nus, il y en a qui ne sont pas baladent tout nus, etc. Mais de tout ça, on ne peut rien déduire d'autre que, je prends la formulation de La Fontaine, diversité, c'est ma devise. Il y a des tas de gens qui font un tas de trucs, et puis il y a des gens qui sont très pieux. Par exemple, à côté de chez moi, à Revel, il y avait maintenant un couple de gens qui étaient très gentils, très pieux et tout ce que vous voulez. Et naturellement, ils ont été punis. Ils ont reçu la foudre sur leur maison, qui l'a brûlé complètement. Moi, qui suis sans Dieu, pas très gentil, etc., j'ai pas eu la foudre. Voilà. Et c'est eux qui ont eu la foudre. C'est complètement idiot, parce que dans ma rue, il y a des salopards. Et les salopards sont très bien portés, et c'est les plus gentils de la rue qui ont pris la foudre. Voilà. Bon, il y a 2 ans. C'est terrible. Voilà. Et donc, ceci, évidemment, contredit le système selon lequel Dieu favoriserait plutôt les gens de bien. Mais ça n'implique pas que je puisse construire le système. Dieu est un salopard et que chaque fois que quelqu'un est gentil avec lui et avec les autres, il va l'envoyer la foudre. D'accord ? Je constate simplement qu'un jour, la foudre est tombée sur mon voisin qui s'appelle Jean-Marie. Et vous dites, Jean-Marie avec ce prénom, quoi. Voilà, Jean-Marie, c'est parfait. Voilà. Et sa fille s'appelle Marie. Enfin, c'est idéal. Eh bien, il se prend la foudre. Voilà, il se prend la foudre et pas moi, et pas le voisin d'en face. Ça, Voltaire se régale de ce genre d'anecdote parce qu'effectivement, on ne peut, pour lui, pas en déduire grand-chose de systématique, sauf que parfois le malheur tombe là, il tombe là, ou le bien tombe là, ou là, que telle chose qu'on a faite en croyant que ça allait être très bien, ça finit par une catastrophe. Et inversement, évidemment, quelque chose qu'on a fait pour nuire à quelqu'un, mais c'est ce qui va lui faire le plus plaisir au monde, enfin voilà, etc. Et donc, on ne peut pas faire de système, on peut observer simplement qu'un peu partout, les gens se comportent différemment. Et donc, s'il y a un Dieu, pourquoi pas, le Dieu des philosophes, le Dieu de Voltaire, c'est un Dieu qui accepte, vous savez, il y a un livre qui s'appelle La théorie du bordel ambiant. Eh bien, ça va assez bien pour Voltaire, théorie du bordel ambiant. C'est-à-dire, effectivement, il y a un grand désordre généralisé. Il n'est pas impossible qu'il y ait un Dieu qui organise un peu tout ça, vaguement, mais
de toute façon, on ne sait pas très bien ce qu'il pense, on n'a rien à en dire, c'est comme ça, et nous, on circule horizontalement dans ce territoire. Alors, le conte de Candide va être une tentative pour imaginer un personnage qui se balade dans ce territoire et qui est accompagné par un philosophe qui s'appelle Pangloss, qui, lui, parle tout le temps, et c'est tout. Pan, ça veut dire tout, hein, en grec, pan, voilà. Gloss, il parle tout le temps, il est comme moi, voilà, il parle. Mais en plus, il sait tout, hein, bon, voilà. Et lui, c'est un leibnizien radical qui pense non seulement qu'on vit dans le meilleur des mondes possibles, mais que dans le monde dans lequel on est, tout est bien. Et combien même il y a des choses qui sont horribles, apparemment, eh bien, non. Au bout du compte, ça aboutit à quelque chose de bien. Hein, je ne sais pas, la librairie Ombre Blanche s'effondre, brûle, etc. Nous sommes tous morts, etc. Eh bien, ça permettra peut-être à un autre libraire d'installer une librairie à sa place, ou de faire un kebab, si vous voulez, ou autre chose. Hein, voilà. Et ça fera le bonheur de quelqu'un, hein, probablement. Voilà. Là, on a des images là-bas terribles, des oppressions staliniennes à partir de photos et de gravures faites à partir de ces photos, dans une exposition frappante. Eh bien, Pangloss dirait, eh bien, les oppressions staliniennes, c'est plutôt bien, parce que finalement, bon, il y a des types qui sont morts, mais ça fait de la place pour les autres. Hein, voilà. Et puis, il y a eu des rencontres amoureuses, et puis voilà, enfin oui. Et donc, Pangloss est aussi un finaliste. Si par exemple j'ai un nez, c'est parce que ça permet de porter des lunettes. Et donc, si les hommes et les femmes ont des nez, c'est pour qu'il y ait des lunettes. Donc, c'est un finalisme absolu. Alors, Candide se balade avec Pangloss dans le monde. Candide, c'est rien. C'est Candide, un candidat en latin, ça veut dire blanc. Hein, voilà, la toge blanche. Alors, vous savez qu'il y a un certain nombre de personnages dans l'histoire de la littérature qui sont comme ça blancs, alors pas au sens racial du terme. Le plus célèbre maintenant pour nous, c'est Tintin, hein, qui est une grande face blanche, bien sûr. Hein. Vous avez aussi le clown blanc, et puis vous avez Candide. Le grand avantage de balader un personnage blanc, enfin blanc au sens pas racial, hein, avec une sorte de visage blanc, le plus blanc, c'est que le monde tout autour est coloré, difforme, tout ce que vous voulez, et qu'à partir du visage de Tintin, hein, qui est blanc, Michel Serres insiste beaucoup dessus, vous voyez apparaître tous les visages des autres, et en particulier le capitaine Haddock, hein, qui est lui coloré, ivrogne, avec une sale trogne, en fait, ce que vous voulez, et bon, Rasatospoulos et tous les autres. Et ce visage blanc se balade à l'intérieur du monde, et quelque part est en contraste avec le monde, mais en même temps fait apparaître le monde. Hein. Vous avez un magnifique tableau de Bosch qui s'appelle Le Portement de Croix, un petit tableau, hein, voilà, vous avez le Christ avec un visage plus ou moins blanc, il porte sa croix, et il est pris dans une foule extrêmement serrée, et là, tous les types qui sont autour, c'est Rastatouspoulos ou les autres. Ils ont des trognes, ils sont rouges, ils sont nés, ils sont laids, ils sont tout ce que vous voulez. Ils sont abominables, tous sont abominables, ils occupent tout l'espace. Et au milieu, vous avez un type avec un visage blanc, plus blanc que les autres, un visage un peu triste évidemment aussi. Et ce visage un peu triste, blanc, fait apparaître tous les autres autour qui sont abominables, évidemment. Ce sont les bourreaux, les tortionnaires, les affreux, enfin tout ce que vous voulez, avec les grosses trognes abominables. Le capitaine Haddock, hein, multiplié par 10 ou par 100. Et c'est pareil avec le clown blanc, bien sûr. Hein. Le clown blanc est là pour contraster avec le Zavata ou n'importe, enfin les autres clowns et le public même. Lui, il est celui qui est à la fois tendre et un peu bête à certains aspects et qui fait apparaître le reste. Et Candide, donc, est celui qui est le blanc, donc il est pur, hein, bien sûr, il est très innocent, il n'a pas péché d'une certaine manière, hein, il ne fait pas le mal nulle part, mais il est aussi ce à partir duquel on va pouvoir voir le reste du monde. Et ce reste du monde, eh bien, c'est ce que va nous montrer Voltaire. Et donc, ce qu'il va nous montrer, c'est effectivement la traversée par Candide et Pangloss, constamment par Candide, d'un monde en fait abominable, et dans lequel il va y avoir ce tremblement de terre de Lisbonne. Alors, je la résume très rapidement, mais tout le monde connaît un peu cette histoire, elle est tellement lue et étudiée à l'école. Candide né en Allemagne, dans le château de Thürndertenkronk. Alors l'Allemagne, pour Voltaire, c'est un peu trop surbled à l'époque, hein, c'est des tas de petites principautés minuscules, hein, c'est pas le Troisième Reich, hein, voilà. Et puis c'est un peu, à la fois il y a des intellectuels, il y a des musiciens, il y a Jean-Sébastien Bach, etc. Il n'est pas idiot, Voltaire, il sait que c'est pas trop surbled, mais c'est des petites principautés, des petits ducs, des petits princes très vaniteux, très orgueilleux, qui contrastent avec la modernité organisée du royaume de Louis XV, enfin de Louis XIV auparavant. Et donc il naît dans ce truc-là. Il est très heureux parce que tout va bien dans ce petit château, il y a le philosophe qui est là, et puis il y a la mademoiselle Cunégonde qui est là, qui est évidemment très jolie, il est amoureux d'elle, bien sûr. Bon, évidemment, des catastrophes vont arriver, mademoiselle Cunégonde, il va s'apercevoir qu'elle se fait un peu secouer les fesses par le cousin, voilà. Et puis surtout, le château va être attaqué par une bande de pillards, tout ça va être détruit, mademoiselle Cunégonde va être violée, naturellement, Candide va être envoyé à droite à gauche, il va se retrouver dans des armées diverses et variées, battu, Facé et compagnie, il va se perdre avec Pangloss, il va circuler à travers le monde, et il va se retrouver, après beaucoup d'aventures,
à Lisbonne, où il arrive effectivement au moment du tremblement de terre. Il arrive à Lisbonne parce que des voyages maritimes le font circuler à travers l'Europe. Après le tremblement de terre de Lisbonne, il va survivre, il va se retrouver en Angleterre, il va se retrouver à Venise, il va finir par aller en Orient au bout du compte. Et là, après avoir perdu, retrouvé Mademoiselle Cunégonde, la vieille c'est la fille du pape, elle est très très bien la fille du pape, parce qu'elle circule partout, elle a couché évidemment avec tout le monde, elle a été violée dans tous les sens. Et en plus, on lui a coupé une fesse, parce que dans un bateau, comme les hommes avaient besoin de manger, ils ont coupé les fesses des femmes qui étaient là, donc la fille du pape a été violée dans tous les sens, et elle a perdu aussi une fesse. Voilà. Donc il y a une espèce de groupe de gens, avec Candide, Cacambo et quelques autres, qui se baladent à travers le monde, dont Candide. Alors ils sont à Lisbonne, et là à Lisbonne, pas de chance, quand ils arrivent avec leur bateau, la mer se soulève, grand tsunami, tremblement de terre, tout le monde est massacré et mort, et quelques jours plus tard, donc, ils sont là, l'Église catholique, la Sainte Inquisition, puisque donc en Espagne et au Portugal, c'est pas vrai en France, règne la Sainte Inquisition, décide de faire un bel auto da fé, c'est-à-dire un acte de foi qui permettrait d'espier peut-être effectivement le grand péché qui est là. Alors voilà donc cette affaire. Vous écoutez Yves Le Pestipon lors d'un classique au détail consacré au chapitre 6 du chef-d'œuvre de Voltaire, Candide, à la librairie Ombre Blanche le 4 mai 2026. C'est un chapitre en entier. Et donc, souvent, il est étudié en explication de texte parce qu'il se prête bien à la lecture. Il y a une page. Et quelle page? Comment on fit un bel auto da fé pour empêcher les tremblements de terre et comment Candide fut fessé. Après le tremblement de terre qui avait détruit les 3/4 de Lisbonne, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel auto da fé. Il était décidé par l'université de Coimbra que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu, en grande cérémonie, est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. On avait en conséquence saisi un Biscayen, convaincu d'avoir épousé sa commère, et 2 Portugais qui, en mangeant un poulet, en avaient arraché le lard. On vint lier après le dîner le docteur Pangloss et son disciple Candide, l'un pour avoir parlé et l'autre pour avoir écouté avec un air d'approbation. Tous 2 furent menés séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur dans lesquels on n'était point incommodé du soleil. 8 jours après, ils furent tous 2 revêtus d'un San Benito et on orna leur tête de mitres de papier. La mitre et le San Benito de Candide étaient peints de flammes renversées et de diables qui n'avaient ni queue ni griffes. Mais les diables de Pangloss portaient griffes et queues, et les flammes étaient droites. Ils marchèrent en procession ainsi vêtus, et entendirent un sermon très pathétique qu'on chantait. Le Biscayen et les 2 hommes qui n'avaient point voulu manger de lard furent brûlés, et Pangloss fut pendu, quoique ce ne soit pas la coutume. Le même jour, la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable. Candide, épouvanté, interdit, éperdu, tout sanglant, tout palpitant, se disait à lui-même « Si ce n'est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres? Pas encore si je n'étais que fessé. Je l'ai été chez les Bulgares. Mais, ô mon cher Pangloss, le plus grand des philosophes, faut-il vous avoir vu pendre sans que je sache pourquoi? Ô mon cher Anabaptiste, le meilleur des hommes, faut-il que vous ayez été noyé dans le port? Ô mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, faut-il qu'on vous ait fendu le ventre? Il s'en retournait, se soutenant à peine, prêché, fessé, absous et béni, lorsqu'une vieille l'aborda et lui dit « Mon fils, prenez courage, suivez-moi ». Alors c'est comme quand je lisais le journal Le Tintin quand j'étais petit. Donc il y avait une bande dessinée, par exemple Tintin, et à la fin il y avait quelque chose qui nous invitait à tourner la page, mais il fallait attendre 1 semaine et on était là. Mon fils, prenez courage et suivez-moi. Donc
Tournons la page, allons plus loin, passons au chapitre 7. Ça, c'est le génie de Voltaire, de relancer à toute vitesse l'action, quelque chose se passe, et les héros ne sont pas morts. Enfin, en tout cas, Candide n'est pas mort, Pangloss officiellement est mort, mais naturellement, il va ressusciter. Hein. C'est comme dans les aventures de Tex Avery ou autre, hein. Tity et Gros Minet, enfin, on a l'impression qu'ils meurent sans arrêt, ou Popeye ou ailleurs, mais en fait, en dépit des coups qui se prennent, ils rebondissent toujours, il n'y a aucune raison pour lesquelles ce type de héros meurt. Donc, finalement, il y a la mort de tout le monde dans Candide, sauf la mort des héros, hein. On va dire Pangloss, on le pend, etc. Bon, mais il survit toujours. Cunégonde est violée, coupée en morceaux, tuée, etc. Elle survit toujours. Hein. C'est un peu comme dans les vies des saints, vous savez, les martyrs, on les coupe en morceaux, on les brûle, etc. Ils survivent toujours. En particulier, je vous conseille la vie de Saint Georges, hein, c'est ce qu'on appelle le mégalomartyr. Alors, il a un millier de martyrs, mais enfin, martyrisé 1000 fois. On le scie, tout ce que vous voulez. Et puis, bon, ça va toujours. Hein. Si vous avez un saint à martyriser, c'est la solution quand on lit la légende dorée, il faut lui couper la tête. Hein. Parce qu'à la fin, vous l'avez coupé en morceaux, tout ce que vous voulez, il renaît toujours, hein, c'est un problème. Les saints renaissent toujours. Mais quand vous lui coupez la tête, c'est bon. Voilà, il faut lui couper la tête. Hein. Si vous avez un saint martyrisé, il faut lui couper la tête. La légende dorée, c'est très drôle. Hein. C'est un truc à bande dessinée. Et en particulier, dit Saint Georges. Il rebondit toujours. Hein. Ça, c'est pas grave. Il y a toujours, au dernier moment, il est sauvé. Bien qu'il soit mort, hein, mais il ressuscite. Hein, voilà. Saint Sébastien, lui, vous savez, c'est Sainte Irène qui le ressuscite. Ça va très bien. Et donc là, dans ce genre de texte, effectivement, la mort est partout. Sauf que le héros ne meurt pas. Et au dernier moment, effectivement, mon fils, prenez courage, suivez-moi. Une vieille qui aborde et qui va trouver une solution et qui va les amener plus loin dans l'aventure. Alors, donc, on a un texte qui est un chapitre avec un titre comme on en mettait très souvent dans les romans au XVIIIe siècle. Hein. Très souvent, il y a des chapitres, il y a des titres. C'est une pratique qui a un peu disparu, qui a continué au XIXe siècle, dans les romans de Victor Hugo, de Balzac. Il y a souvent des titres. Et puis les auteurs contemporains, aujourd'hui, disons depuis la fin du XXe siècle, du XIXe siècle, ont renoncé à mettre des titres aux chapitres en général. Mais au XVIIIe siècle, on aime bien mettre des titres. Et là, donc, on a un titre prometteur avec une figure de rhétorique, évidemment, qui est comment on fit un bel autodafé pour empêcher le tremblement de terre et comment Candide fut fessé. Un autodafé, donc un mot étranger à la langue française, on sait ce que ça veut dire maintenant, surtout que Candide l'a répandu un peu partout. Et donc, bel, ici, ne va pas tout à fait avec autodafé, bien sûr, puisqu'on sait bien que c'est quelque chose qui est terrible, que l'Inquisition pratiquait, brûlant des livres, mais aussi à l'occasion brûlant des gens à l'occasion. Et donc, un bel autodafé, c'est-à-dire un autodafé de belle qualité, tout à fait agréable, mais en même temps, comme Voltaire sait très bien que quand on exécute des gens au XVIIIe ou XVIIe siècle, et peut-être aujourd'hui d'ailleurs, les gens ont plaisir à venir voir cela. Par exemple, vous savez qu'en 1619, quand on exécute Vanny à Toulouse, à Place du Salin, on est très content. Hein. La veille, c'était une grande fête. Enfin, on vient applaudir, enfin, voir, jouir de la scène. Donc, un bel autodafé, c'est à la fois affreux, contradictoire dans les termes. En même temps, oui, il y a de bons autodafés, enfin, de beaux autodafés, il y en a qui le sont moins bien. Et donc, celui-là est vraiment très bien, on va le voir. Pour empêcher les tremblements de terre, et donc là, on voit bien que derrière, il y a le discours philosophique de Voltaire, l'ironie. Hein. L'ironie, donc, c'est cette figure de rhétorique dans laquelle on dit quelque chose pour faire entendre presque le contraire. L'antiphrase, c'est, je vais dire, exactement le contraire. Hein, précisément le contraire, je renverse un petit peu. L'ironie, je fais entendre quelque chose qui n'est pas exactement le contraire, mais qui n'est pas l'un entre le contraire, qui est autre chose. Et donc la figure de l'ironie suppose un lecteur ou un auditeur complice, on va dire intelligent, qui comprenne que c'est de l'ironie, qui partage les mêmes idées et les mêmes codes que l'auteur oral, l'auteur écrit, et qui décode. Si, évidemment, je ne suis pas complice de Voltaire, si je ne comprends pas, si je ne sais pas que, bien entendu, un bel autodafé ne peut pas guérir des tremblements de terre, je ne comprends pas qu'il y a là de l'ironie. Bien sûr, pour que je sois d'accord avec ça, il ne faut pas que je sois un catholique partisan des autodafés, parce que dans ce cas-là, je ne communique pas avec Voltaire, bien entendu, et je crois que l'autodafé, ça permet d'empêcher les tremblements de terre. Donc là, je ne suis pas d'accord avec Voltaire du tout, et je ne vois pas l'ironie, je suis un peu scandalisé si on me le dit. Et si je n'ai pas la culture suffisante pour comprendre qu'effectivement, il y a une autre pensée possible que celle du catholique militant de l'époque qui croit aux autodafés très fort, eh bien, je ne peux pas comprendre. Donc l'ironie, auquel Jankélévitch, un philosophe qui a pas mal vécu à Toulouse pendant la guerre et un peu après, à l'Institut catholique, a consacré un livre, ça suppose donc un jeu à deux entre le lecteur et l'auteur, le lecteur, l'auteur ou l'auditeur, hein, ça peut être fait à l'oral, avec un auditeur-lecteur compétent et complice qui fait un petit travail et qui va sourire. Et donc l'ironie a l'avantage de pouvoir éventuellement passer à côté des censures. Parce que le censeur, on va dire, catholique, militant, partisan des autodafés, il ne va pas voir que c'est de l'ironie. Hein. Et donc empêcher les tremblements de terre, parce qu'évidemment, Voltaire sait fort bien que les tremblements de terre, c'est effectivement un phénomène naturel,
et que ce phénomène naturel est un phénomène contre lequel l'humanité, surtout les autodafés, ne peut rien faire. Donc il y a une philosophie qui n'est pas derrière. Cependant, Voltaire est au courant d'un débat de ce moment-là très fort. Il y a deux thèses sur le tremblement de terre de Lisbonne. Il y a la thèse voltairienne qui dit c'est la faute à la nature ou éventuellement même à Dieu. Donc c'est une catastrophe absolue. Il y a la thèse de Rousseau, qui est la thèse écolo, on va dire, et il vit au même moment. Et ils ne sont pas du tout d'accord sur ce point-là. La thèse de Voltaire, donc, c'est un malheur, c'est une catastrophe naturelle. Comme aujourd'hui, on va le dire, d'un tremblement de terre, des choses comme ça. Il a trop plu, ça a empêché les gens de venir ombre blanche, c'est une catastrophe naturelle. C'est vraiment une catastrophe naturelle. C'est, dans la dépêche, demain, il y aura des pages et des pages. La deuxième thèse, c'est celle de Rousseau, qui dit, attention, bien évidemment, c'est un phénomène naturel, ce n'est pas les hommes qui ont provoqué le tremblement de terre. Mais c'est à cause des hommes. C'est parce que les hommes ont construit, à Lisbonne, en gros, dont on sait depuis longtemps que c'est un endroit dangereux, parce que la terre tremble régulièrement, une ville considérable, et pourquoi ils l'ont construite? Par avidité, envie du profit, etc., colonialisme, enfin tout ce que vous voulez, voilà, faire des ports, etc. Et donc, c'est pas du tout une catastrophe naturelle. Si la terre avait tremblé et qu'il y ait eu là uniquement, je sais pas, des vaches, des oiseaux et des poissons au long de la mer, il n'y aurait eu aucun mort, ou presque aucun mort. La catastrophe est sociale, politique, on va dire, on dirait maintenant, c'est le résultat d'une mauvaise gestion de la Terre. Donc, le point de vue de Rousseau, c'est un point de vue écologique. Il n'y a pas de catastrophe naturelle, il n'y a que des catastrophes humaines. Et donc, on peut corriger, on peut empêcher les catastrophes naturelles, à condition de ne pas faire ce qu'on fait. C'est-à-dire, par exemple, j'étais à Nice il y a 15 jours, on sait que d'ici 150 ans ou 200 ans, Nice sera rasée par un tremblement de terre, ça arrivera peut-être demain matin, mais ça arrivera, c'est évident, il y a déjà eu des tremblements de terre considérables, et quand on est à Nice, on se dit, tiens, je suis à l'endroit où, évidemment, dans 150 ans, dans 200 ans, dans 3 jours, il y aura un tremblement de terre géant, il y en a eu, il y en aura encore, et donc Nice sera rasée. Arum Tazieff le disait déjà il y a 30 ans, on en est pratiquement sûr, mais peut-être ça mettra dans 1000 ans, dans 10 000 ans, voilà. Et donc, la thèse d'Arum Tazieff était d'ailleurs tout à fait rousseauiste, il disait, on a tort de faire ce qu'on fait à Nice, parce qu'évidemment, un jour, ça s'effondrera. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de Toulouse. Il n'y a jamais eu de tremblement de terre aussi puissant. Mais à Nice, oui. Et à Lisbonne, pareil. Et donc, Rousseau est vraiment l'adversaire de Voltaire sur ce point-là. Évidemment, Rousseau n'est pas partisan des autodafés, mais il ne croit pas du tout, comme Voltaire, que c'est un simple tremblement de terre auquel on ne peut rien. Si on avait dû faire quelque chose, pour Rousseau, pour empêcher le tremblement de terre, on n'aurait jamais pu empêcher le tremblement de terre, mais on aurait pu empêcher les morts. Et pour empêcher les morts, on n'aurait pas dû construire là une ville. Vous voyez, c'est la thèse très souvent maintenant des écologistes, des gens qui ont une sensibilité de ce genre. S'il y a des catastrophes ici ou là, c'est parce que les hommes font des bêtises, voilà, de manière ou d'une autre. Et donc là, il y a une grande rupture dans la philosophie des Lumières entre le camp de Rousseau et le camp de Voltaire, et c'est un débat très intéressant et très noble. Et donc, évidemment, ironie. Et comment Candide fut fessé? Et donc là, on n'est plus sur l'ironie, on est sur l'humour. Parce que c'est entre le « et » rapporte deux éléments qui apparemment n'ont rien à voir. Ce « et », c'est un peu la fonction zeugma, c'est-à-dire le zeugma, c'est qu'on rattache syntaxiquement des choses qui n'ont rien à voir apparemment. Il est mort dans la salle de bain et dans l'angoisse. Vous voyez, dans la salle de bain et dans l'angoisse, donc c'est pas sur le même plan tout à fait, voilà. Et le zeugma, c'est un attelage syntaxique, un zeugme en grec, un zeugma, le joug, voilà. C'est-à-dire qu'on raccroche ça. Et Candide fut fessé, c'est malheureux, c'est triste, on peut être contre la fessée, vous savez, maintenant c'est plus ou moins interdit, voilà. C'est en même temps un peu rigolo, Candide fut fessé, pas passif, mais il n'y a aucun rapport apparemment entre autodafé, ce qui est noble, ou scandaleux, exotique aussi, tremblement de terre, c'est terrible, tout ça. Et puis Candide fut fessé, là on est dans la BD, un petit truc comme ça. Et Candide fut fessé, et donc voilà. Quand on a lu Candide depuis le début, on sait qu'il est assez régulièrement fessé. Il est fessé en tant que soldat, et puis il est un peu préoccupé par les fessés, effectivement. Les femmes se font fesser, on leur coupe les fesses, tout ce que vous voulez dans ce genre. Et donc, fessé, c'est grave, c'est dramatique, mais c'est un peu rigolo, voilà. Et donc, le texte commence après ce titre annonciateur, et qui est censé nous attirer dans la lecture. Et bien sûr, Candide fut fessé, c'est intéressant. Après le tremblement de terre qui avait détruit les 3/4 de Lisbonne, et j'insiste un peu sur les R, parce que là, vous avez une espèce de roulement, de tremblement de terre qui avait détruit les 3/4 de Lisbonne, sans aucun commentaire, naturellement. J'imagine, si je suis un Victor Hugo ou un journaliste d'aujourd'hui, après l'abominable tremblement de terre, après l'affreux, etc., tout ce qu'on peut mettre, après l'épouvantable, la catastrophe, voilà. Non, il y a juste un chiffre, les 3/4. Les 3/4. Comme le 3/4 du melon, d'accord, voilà, les 3/4 du panier, les 3/4 des prunes, voilà, les 3/4 du public, etc. Non, les 3/4 est une valeur mathématique, on va dire, aussi neutre que possible. Les 3/4, j'ai un mathématicien là devant moi, 3/4. Et on ne nous précise pas
le nombre de morts, de victimes, enfin de choses comme ça. S'il y avait écrit simplement qu'il avait causé la mort de 500 000 personnes, enfin non, pas 500 000 là, mais enfin même 10 000, on y aurait une sorte d'empathie. Mais les trois quarts, seulement les trois quarts, voilà, n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner à un peuple un bel autodafé. Alors on est effectivement dans cette figure de l'ironie, puisque le lecteur n'est pas convaincu par les qualités efficaces de l'autodafé en matière de guérison de choses de ce genre. Et pourtant, là, il y a une ironie redoublée par un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale. Donc on voit bien le lien entre efficace, donc la grâce efficace, la ruine efficace, et totale, que de donner au peuple un bel autodafé. Alors l'autodafé, bon, on sait ce que c'est maintenant, et donner au peuple, donc c'est ce que font les rois. Louis XIV donne au peuple un spectacle. Ainsi, il a un peu de prestige, bien entendu. On n'est même pas tout à fait sûr que ce soit efficace du point de vue de Dieu, ni rien du tout, mais on donne au peuple un spectacle, du pain et des jeux. Donc on va donner au peuple, c'est très sympathique, on fait venir des gladiateurs, qui vous voulez. On va donner un spectacle, voilà. Un bel autodafé, et donc on reprend le titre qui est donné là. Et donc arrive la formulation assez géniale au passif, un peu parfait. Il était décidé par l'université de Coïmbra que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. Alors, l'université, à l'époque, n'est pas l'université actuelle, l'université de Coïmbra en particulier. Pour nous, l'université est l'établissement d'enseignement supérieur, on va dire plus ou moins laïque, qui enseigne les mathématiques, la physique, la littérature ou autre, à l'université Jean Jaurès, où on veut, etc. À l'origine des temps, l'université, y compris à Toulouse, c'est-à-dire il y a à peu près 700 ans, vous savez qu'on va célébrer le 700e anniversaire de l'université de Toulouse, est une université de théologie. Essentiellement, il en va de même en Espagne, il en va de même au Portugal. Et donc le mot université ne renvoie pas à la notion d'université que nous avons aujourd'hui maintenant, avec lieu d'enseignement, de recherche, de thèse, etc., esprit critique, tout ce que l'on veut dans ce genre. L'université de Coïmbra, c'est essentiellement une université de théologie. Donc on voit bien ce que c'est que la belle ville au Portugal de Coïmbra. Et donc pour le mot université, il n'en veut pas du tout à l'université au sens que nous donnons à ce terme aujourd'hui, mais aux universités telles qu'elles existent au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle environ, et contre lesquelles les philosophes de l'époque se dressent constamment. Alors par exemple, aujourd'hui, quand à l'hôtel de la César, on convoque un colloque autour d'un sujet philosophique, tous ces braves gens qui viennent là parler, y compris moi ou les autres d'ailleurs, se présentent comme universitaires du labo machin, UFR, UMR 38.2, etc., université de Tartampion-les-Oies, etc. Enfin voilà, ils sont tous universitaires, très fiers de leur thèse, l'école normale supérieure si possible, s'ils ne l'ont pas d'ailleurs on les vire. Et effectivement, un philosophe aujourd'hui se présente presque toujours comme étant, écoutez, je suis de l'université de machin bidule, j'ai ma thèse, etc., école normale supérieure naturellement, Collège de France, etc. Et donc c'est pensé, pour être philosophe aujourd'hui, presque nécessaire d'être un universitaire. Pour les philosophes des Lumières, ils n'ont pas la grecque, Voltaire, ils n'ont pas de thèse, ils n'ont surtout pas l'idée d'être universitaires. Ils font les journaux, ils vont dans les salons, ils courtisent les femmes, ils vivent, quoi, enfin en gros. Les universitaires, ils sont dans les universités, bon à Toulouse ou ailleurs, ce sont des théologiens, des juristes, etc. À leurs yeux, c'est des réacs, enfin tout ce que vous voulez, c'est des pauvres types. Enfin, eux, ils ne sont pas du tout universitaires. Il faut attendre, disons, la fin du 19e siècle, et puis le 20e siècle surtout, pour que l'université allemande joue un rôle là-dedans important, pour que le lieu de la production du savoir moderne, c'est le cas aujourd'hui, ce soit les instituts universitaires, puis le CNRS et d'autres choses de ce genre, où effectivement on puisse, dans la vie politique, etc., se présenter comme universitaire sans avoir l'air un peu ridicule, aussitôt. Pour Voltaire, bien entendu, université, ça veut dire université de théologie, où les juristes complètement racornis, enfin, vous voyez, avec des perruques et compagnie. Tandis que moi, Voltaire, moi je suis pas universitaire, enfin surtout pas, quoi. Enfin voilà, il peut pas avoir d'amis universitaires. Alors ça continue, ce ridicule universitaire jusque chez Proust. Vous avez Brichot et autres qui sont universitaires, qui sont reçus dans les salons. L'idiot de service, c'est toujours l'universitaire, bien entendu, parce que les autres sont très intelligents, bien sûr. Voilà. Mais l'universitaire est idiot. Et là maintenant, évidemment, dans le colloque universitaire, c'est l'idée inverse, et on le voit au demeurant, des quantités de gens publient des livres, d'ailleurs parfois très mauvais, parfois très bons, peu importe, mais se présentent comme universitaires. Quand on écoute France Culture, c'est la radio de l'université. Des universitaires. Il n'y a pas du tout un quelconque ridicule dans cette attestation d'université. Toujours des gens qui se moquent d'université, mais enfin, en gros, non. En général, très peu. Quelqu'un que j'ai cité tout à l'heure, Boucheron, va se présenter comme universitaire sans problème, normalien, docteur, dirigeant des thèses, etc. etc. Et faisant de la politique et se constituant comme une sorte de philosophe
au sens où Voltaire est un philosophe, c'est-à-dire intervenant dans le débat public en dehors de l'espace purement universitaire. Et personne ne va lui reprocher d'être universitaire, au contraire. Et donc l'université de Coïmbra, c'est cette université de théologie. Et donc il était décidé par une sorte d'impersonnel absolu, c'est même pas l'université qui a décidé, il était décidé par, c'est comme ça, bon, ça ne peut pas être autrement, que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu, donc on a un lien entre des éléments très divers, donc un spectacle. On voit à peu près ce que c'est. Le spectacle, c'est un sujet qui est trop débattu au XVIIIe siècle. Voltaire aime beaucoup les spectacles. Rousseau déteste les spectacles pour des raisons philosophiques diverses et variées. Le spectacle, c'est un truc un peu ambigu, on le sait bien. Quelques personnes, donc peu de gens, des personnes, des êtres humains, voilà, c'est pas des individus, c'est des personnes véritablement. Brûler à petit feu, eh bien, c'est un terme de cuisine. Brûler à petit feu, ceci ou cela. Mais évidemment, on peut brûler à petit feu pour torturer des gens, bien entendu. En grande cérémonie, petit feu, grande cérémonie, rapprochement entre les deux termes, on sait ce que c'est en grande cérémonie, par exemple on distribue les prix des jeux Florent en grande cérémonie, est un secret infaillible. Ça revient de la recette de cuisine, mais surtout de la magie, et donc on est très très loin évidemment de l'université, en principe, secret infaillible, ça marche à tous les coups. Alors pour Voltaire, évidemment, il n'y a pas de secret. Disons, dès qu'il y a secret, ça veut dire qu'on est du côté de la non-philosophie, parce qu'être philosophe, c'est connaître des choses et les faire connaître à autrui de manière aussi transparente que possible. C'est le projet de l'encyclopédie. Donc le secret, ça veut dire l'horreur. Si je commence à dire j'ai un secret, je suis anti-philosophe, voilà. Si je suis un philosophe, je vais dire voilà ce que j'ai dans la main, rien. Si je commence à vous dire j'ai un secret dans la main, je suis n'importe quoi, un magicien, une jolie femme, un curé, un jésuite, enfin tout ce que vous voulez. Et puis surtout croire que c'est infaillible, ça va pas du tout parce que rien n'est infaillible. Puisque dans un monde branlant, tourné, etc., où tout est divers, même si je renverse la chaise comme ça, en la poussant comme ça, il est possible que ça ne se passe pas comme ça, parce que le monde est compliqué, le monde est plus compliqué. Donc, il n'y a pas de secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. Et là, c'est la reprise de ce qu'on avait tout à l'heure. Évidemment, on a quelques doutes que la terre soit empêchée de trembler par quelques personnes brûlées à petit feu. Et donc, on est dans le comique. Donc, on a un jeu entre des jeux de mots, petit, grand, petit feu, grande cérémonie, ça c'est du jeu de mots. Il y a l'ironie, bien entendu. Et puis il y a aussi l'humour. L'humour, c'est effectivement rapprocher des éléments dont on se dit c'est pas possible, et pourtant c'est possible. C'est pas possible que des gens pensent comme ça. Eh bien si, il y a des gens qui pensent comme ça. Qui non seulement ils le pensent, mais ils le font. Bon, on le voit tous les jours. On allume la télévision, on voit le maire de Carcassonne, on voit Trump, on voit les ayatollahs. Je vous conseille beaucoup, si vous voulez, de regarder les petites émissions de 1 minute et demie du maire de Carcassonne en ce moment tous les soirs. C'est vraiment très très bien. Enfin, c'est vraiment bon. Tout le monde les regarde. Enfin, le maire de Mazamet, on s'en fiche, le maire de Toulouse aussi, le maire de Montauban. Mais le maire de Carcassonne, c'est extraordinaire. Ça prend des proportions. Enfin bon, c'est incroyable. C'est possible. Ceci est possible. Ça existe. Oui, ça existe. Oui, il existe. Il aurait été très bien pour Voltaire. On avait en conséquence, donc logique, bien sûr, ça, plus en conséquence, bien sûr. Ces gens sont fous, mais ils sont logiques. Alors ça, on le sait très bien. Quand on dit que Trump, je reprends Trump, mais je préfère les ayatollahs, c'est pareil. Quand on dit qu'il est fou, c'est pas évident. Il est logique. Il m'embête, donc je fais ça, donc je fais ça, donc je fais ça. Voilà, les ayatollahs, c'est pareil. Tu me piques le golf, je te le pique, je te le pends, etc. Le fou fait n'importe quoi peut-être, mais il y a une logique extravagante à certains égards, mais qui est parfaitement logique. C'est ça, donc on fait cela. Saisit un biscayen, donc c'est-à-dire un basque, convaincu d'avoir épousé sa commère. Donc convaincu, ça veut dire qu'on l'a peut-être un peu torturé, bon voilà, on l'a convaincu. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'a convaincu de manière gentille, avec des arguments. Donc épouser sa commère, donc c'est un grave péché. Il faut être prévenu parce qu'effectivement, si vous êtes parrain et marraine de quelqu'un et que vous épousiez votre commère, puisque donc là, voilà, c'est le compère commère, c'est un péché très grave, c'est un péché extrêmement grave. Donc si on vous demande d'être parrain ou marraine de quelqu'un, évitez absolument de tomber amoureux de la marraine ou du parrain qui est à côté, et surtout de l'épouser. Donc ça va pas du tout. Et donc là, effectivement, un biscayen qui fait ça, il faut l'exécuter. Enfin voilà, c'est tout à fait normal, c'est prévu. Alors évidemment, c'est absurde, aux yeux de Voltaire, dans l'ironie bien sûr. On est d'accord avec lui, en tout cas, a priori. Deux Portugais qui, en mangeant un poulet, en avaient arraché le lard. Oui, ce sont deux Portugais, bon voilà, et ils ont mangé un poulet, mais ils ont arraché le lard comme les Juifs, parce que les Juifs ne mangent pas le lard du poulet. Et donc, s'ils ont arraché le lard du poulet, c'est que c'est peut-être des Juifs, ou en tout cas des gens qui n'ont pas la pureté de sang. Vous savez, en Espagne et au Portugal, il y avait un certain nombre de Juifs, quelques Arabes aussi, etc. Et donc, ils s'étaient convertis de manière plus ou moins forcée au christianisme, au catholicisme, mais certains d'entre eux continuaient encore à pratiquer des rites plus ou moins juifs ou arabes ou n'importe, musulmans. Et donc, deux Portugais qui ont arraché le lard du poulet,
foulée, ça veut dire que peut-être ils sont juifs, et donc, oui, c'est des juifs, quoi. Voilà, bon. Quant à Candide et Pangloss, ils ont été écoutés dans une sorte de taverne où ils étaient. Pangloss a expliqué que tout était le mieux dans le meilleur des mondes possibles, ou que tout était au mieux, et Candide était en train d'écouter ça avec un air d'approbation. Et là, un personnage qui était là, qui était un espion de la Sainte Inquisition, présente quelques objections à Pangloss, en lui disant, mais si vous croyez que tout est le mieux dans le meilleur des mondes possibles, il n'est pas sûr que vous croyez à la liberté, au mal, des choses comme ça, et donc à des éléments importants pour l'Église catholique. Et donc, évidemment, ils sont arrêtés assez rapidement, puisque donc ils ont fait preuve de liberté de pensée. Et donc, l'un doit être condamné immédiatement, Pangloss, et l'autre, il a écouté avec un air d'approbation. Alors, c'est magnifique, l'air d'approbation. On est chez Poutine, enfin, en beaucoup d'endroits sur Terre en ce moment. Donc, le simple fait d'avoir l'air d'approuver quelque chose qui apparaît scandaleux, ça suffit. Voilà. Tous deux furent menés séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur, dans lesquels on n'était jamais incommodé du soleil. On l'a compris, donc c'était des prisons, bien entendu. Et effectivement, c'est tout à fait vrai. Dans les prisons, on n'est pas incommodé du soleil. Donc, on est vraiment dans la figure de l'ironie absolue. C'est-à-dire, on nous décrit quelque chose que nous sommes à peu près d'accord à considérer comme peu agréable, présenté avec des termes qui disent autre chose, un appartement, des appartements, c'est d'une extrême fraîcheur, c'est bien la fraîcheur, on n'est pas incommodé du soleil, en effet, voilà. Et donc, à nous de décoder le truc. Alors, c'est assez rapide à faire, mais c'est des termes qui sont très difficiles à expliquer avec des enfants, parce que les enfants sont assez rarement sensibles à l'ironie. Parce qu'en effet, il faut être complice de la philosophie de l'auteur et posséder une certaine connaissance du monde pour comprendre que c'est un peu bizarre, voilà, et que donc, quelque part, c'est drôle. 8 jours après, ils furent tous deux revêtus d'un San Benito et on ôta leur tête de mitre de papier. Le mitre de San Benito de Candide était peint de Candide, etc. Et le flamme renversé. Donc, 8 jours après, donc ça va très vite. J'ai lu ce matin qu'un type avait été exécuté hier, je crois, aux États-Unis, après 50 ans dans le couloir de la mort. C'est pas mal, hein, c'est 50 ans le couloir de la mort, et puis il est exécuté hier, je crois, avec un autre qui n'avait passé que 13 ans, c'est assez court, 50 ans. Bon, c'est l'horreur, enfin, une tragédie terrible, je crois que c'est au Texas, 50 ans le couloir de la mort, et puis on est exécuté parce que, je sais pas, il a violé une femme, il l'a coupé en morceaux il y a 50 ans, peut-être, tout en disant qu'il n'est pas coupable. Mais chez Voltaire, c'est pas du tout ça. Le rythme n'est pas le rythme américain actuel, c'est un rythme très rapide. Alors, c'est le trait du conte de Candide. C'est-à-dire, 8 jours après, très très vite, ils sont très pressés, tout se passe extrêmement vite, on traverse la Méditerranée extrêmement vite, on voyage aussi vite que possible, on fait des rencontres aussi vite que possible, et la Sainte Inquisition ne rigole pas, on apprête les gens, et tout de suite après, on les exécute. Ils sont même plus pressés que les ayatollahs actuels, qui, vous avez vu, mettent environ 3 mois, 4 mois avant de pendre les gens. C'est quand même un peu lent. Voilà. Là, on est un peu plus rapide. 8 jours après, et 8 jours, c'est joli, parce que ça fait une semaine. Bon, c'est pas trop long, c'est rapide. Oui, 8 jours après, c'est très laïque. C'est ni trop long, ni trop court. Il y a un peu de précaution. 8 jours après, ils furent tous deux revêtus d'un San Benito. Donc, San Benito, une grande casaque qu'on met un peu sur le corps. Et donc, un vêtement, un San Benito, on voit ce que ça veut dire, béni et saint, bien entendu, et qu'on mettait sur les condamnés à mort dans le cadre de la Sainte Inquisition dans tout le territoire d'Espagne. Et on ornait leur tête de mitre de papier. Bon, les mitres, on voit ce que c'est, les évêques, un pape peut porter une mitre de papier, c'est plutôt rigolo, mais Voltaire n'apporte aucun commentaire. Il n'y a pas quelque chose comme dire c'était abominable, c'était scandaleux ou quoi que ce soit. Non, on constate simplement à toute allure, on orna leur tête de mitre de papier sans avis particulier. Le journaliste Voltaire, si on peut dire journaliste ici, ne donne pas son opinion. Flaubert disait un romancier, c'est quelqu'un qui ferme sa gueule, c'est-à-dire qui se tait, qui ne fait pas de commentaires. Il ne va pas dire que Madame Bovary est une salope ou que Monsieur Bovary est un idiot ou n'importe quoi. Il ne porte aucun jugement. Il observe simplement qu'il y a des gens qui font des trucs et des machins. Il les décrit. Et Voltaire se tait, et un des phénomènes d'humour dans le texte, c'est qu'il ne commente rien. Ça nous paraît très joli d'une certaine manière et absolument abominable. Et donc il y a deux cas, et on ne sait pas pourquoi il y a ces deux cas, ou plutôt on les comprend après. La mitre et le San Benito, le Candide était peint de flammes renversées, et le diable qui n'avait ni queue ni griffes, mais les diables de Pangloss portaient griffes et queues, et les flammes étaient droites. Donc il y a deux possibilités. Le texte de Voltaire ne nous explique pas pourquoi. Dans certaines notes de bas de page, on nous explique qu'évidemment ça renvoie à des rites. Donc il y a celui qui est condamné à mort et celui qui n'est pas condamné à mort. Mais peu importe, lui il est simplement l'œil du naïf qui observe juste, qui a deux attitudes différentes sur lesquelles il ne porte pas de jugement. C'est comme ça. Et il nous suggère que tout ça est absurde et qu'au bout du compte, la religion est absurde puisque c'est des religieux qui font ça, bien sûr. C'est la Sainte Inquisition et que tout ça n'a strictement aucun sens et que c'est pourtant fait. C'est étrange, ça existe et c'est fait. Il marchait en procession ainsi vêtu et entendirent un sermon très pathétique suivi d'une belle musique en faux bourdon. Donc la beauté est partout, belle musique, belle tout à fait tout à l'heure. Le sermon est réussi, très pathétique. Alors il faut bien comprendre qu'un sermon au XVIIe, au XVIIIe siècle, ça ne se fait pas pendant la messe. Quand on va écouter Bossuet, c'est l'après-midi. Alors c'est très bien. Donc vous allez à la messe le matin, le soir aussi d'ailleurs, la nuit aussi si vous voulez. Et l'après-midi, vous allez vous taper un sermon qui dure 1h30 par Bossuet ou un autre. Et donc les sermons, on les fait pas pendant les cérémonies religieuses au XVIIe, au XVIIIe siècle, ce n'est qu'à partir du XIXe siècle
siècle qu'on se mette à faire des sermons dans la cérémonie religieuse, un peu avant la communion, hein, voilà, quelque chose comme ça. Et donc là, le curé va s'adresser à la foule. Le sermon, ça dure un bon moment et ça doit être évidemment très pathétique. Ça doit toucher l'âme profondément en étant pathétique, si possible très pathétique. Et donc, à l'occasion d'une cérémonie quelconque, bon, je sais pas, bon, l'inauguration des Jours floraux, si vous voulez, ou n'importe quoi, l'élection de Moudin, ou parce que c'est la fête d'un saint, l'après-midi, on va faire un sermon. Et le sermon permet effectivement d'avoir de très bons orateurs, qui sont Bossuet, Bourdaloue, des gens comme ça, voilà, qui sont là pour plaire. Parfois, je vais au Cantate sans filet, le dimanche après-midi en général, donc on va écouter pour le plaisir de la musique de Sébastien Bach. C'est un peu mondain, hein. Enfin voilà, les gens se retrouvent, c'est sympathique, de la belle musique, etc. Mais au XVIIe siècle, on allait volontiers écouter un sermon l'après-midi, à l'église Saint-Cernin ou à la cathédrale Saint-Étienne ou ailleurs, pour mesurer à la fois qu'on était là, pour les dames montrer qu'elles avaient des belles robes, les messieurs regardaient les dames, etc. On jugeait du sermon à sa qualité, vraiment. Donc il y avait des champions du sermon, il y avait des gens chez qui on allait, vraiment Bourdaloue, Bossuet et bien d'autres. Bourdaloue, vous savez, c'est des petites chaises trouées, parce que comme les sermons de Bourdaloue étaient réputés très longs, donc les dames en particulier avaient besoin de faire pipi, et donc il y avait des trous, hein, ça permettait sous la robe de... Voilà. Donc c'est des spectacles comme ça, c'est toujours intéressant. Un sermon très pathétique, c'est normal, hein, c'est une cérémonie d'exécution, mais aussi une cérémonie religieuse. Là, on fait un sermon, vraiment, avec une signification religieuse, voilà. Et un peu de musique en faux-bourdon. Candide fut fessé en cadence, donc ça c'est le grand rythme de la BD pour nous aujourd'hui, c'est le rythme de Candide, hein, c'est-à-dire qu'il y a une cadence constamment, hein, ça s'en va et ça revient, etc. Enfin, vous voyez, c'est Claude François. Il fut fessé en cadence, donc c'est pas simplement Candide fut fessé, ça c'était pas mal, c'était le titre. Il fut fessé en cadence, en utilisant la musique de Faux-Bourdon. C'est très très beau, hein. Il y a le sermon, très pathétique, la musique de Faux-Bourdon, et puis poum, 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 une fessée en même temps. Donc, il fut fessé en cadence, voilà, pendant qu'on chantait. Le Biscayen et les deux hommes qui n'avaient point voulu manger de lard furent brûlés. Bon, oui, ça c'est assez habituel, puisque donc les punitions que donnait la Sainte Inquisition, c'était généralement brûler, soit après avoir exécuté les gens, soit directement. Et Pangloss fut pendu, quoique ce ne soit pas la coutume. Alors, oui, il n'y a pas de remarque. C'est pas la coutume. On ne sait pas pourquoi. Alors, peut-être parce que c'est un philosophe allemand, il vient d'ailleurs. Il ne faut pas chercher à comprendre. C'est comme ça. C'est comme, bon, quand on regarde la télévision le soir et qu'on allume. Moi, j'aime bien regarder TF1 parce que je cherche plus à comprendre. Je vois qu'il y a des gens qui parlent. Un type fait des promenades en Auvergne avec des fromages. Ensuite, il y a des bombardements en Iran. Puis ensuite, il y a une femme qui se met nue dans sa cuisine. Et puis après, il y a des conseillers de cuisine. Enfin, c'est ça les informations maintenant. Donc, on comprend rien. On ne sait absolument pas. Mais c'est. Et ça, c'est le point de vue voltairien. Regardez la télévision tous les soirs. C'est Voltaire. Hein, c'est direct. En cadence. Hein, voilà, avec du rythme. Des chansons parfois. Hein. Il y a de temps en temps, il y a un type qui vient de dire qu'il a écrit un livre et qu'il le vend. Enfin, voilà, on ne sait pas pourquoi. Quoi que ce soit pas la coutume, c'est peu importe. Le même jour, la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable, donc ça ne sert absolument à rien. Les bombardements magnifiques de Trump sur l'Iran, le même jour, les Iraniens sont toujours là. D'ailleurs, peu importe, les Américains aussi, d'ailleurs tout le monde est là. Les Gazaouis sont bombardés, mais c'est pas grave, ils sont encore là. Enfin, on n'y comprend absolument rien. Ça ne sert absolument à rien, on ne sait pas très bien. Les autodafés, les bombardements, les massacres. Et donc, c'est l'horreur absolue. Et en même temps, c'est rigolo. Et c'est l'horreur. C'est les deux en même temps. Et c'est pour ça que le texte de Candide reste d'une actualité incroyable. Et il est encore plus que maintenant, surtout qu'avec la télévision, les directs, Internet, etc. On voit bien qu'il y a des tas de choses qui se passent, qui sont horribles, et qui manifestement ne servent à rien d'autre qu'à être là, de faire du bruit. Bon, Trump est magnifique de ce point de vue-là. Il fait des trucs, ça c'est sûr. Hein, voilà. Il a oublié le Groenland d'ailleurs apparemment. Candide, épouvanté, interdit et perdu, tout sanglant, tout palpitant, se disait à lui-même. Donc, accumulation d'adjectifs qui s'annulent eux-mêmes tout en s'accumulant, parce qu'effectivement, épouvanté, c'est pas mal, interdit, c'est moins, mais c'est pas mal non plus quand même. Et perdu, hop, on remonte, tout sanglant, c'est pas mal, mais pourquoi ajouter tout palpitant, il est toujours vivant, se disait à lui-même. Alors, se disait à lui-même, c'est un peu étrange, parce que je peux me dire à moi-même, tiens, je me dis à moi-même, il n'y a pas grand monde parce qu'il a plu. Enfin, oui, c'est une confidence que je me fais à moi-même, un petit constat sympathique. Hein. Quand je suis éperdu, sanglant, je ne pense pas que je vais me dire à moi-même un petit truc gentiment, tu as vu, enfin voilà, une blonde là, etc. Il se dit à lui-même quelque chose qui n'a aucun rapport apparemment direct avec le ton il est sanglant, blessé, etc. Si c'est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres ? Passe encore si je n'étais que fessé, je l'ai été chez les Bulgares, mais ô mon cher Pangloss, le plus grand des philosophes, faut-il que vous ayez vu pendre, sans que je vous sache pourquoi, ô mon cher Anabaptiste, le meilleur des hommes, faut-il que vous ayez été noyé dans le port, mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, faut-il qu'on vous ait fendu le ventre. Et donc voilà un type qui est éperdu, sanglant, etc., et qui fait des fausses interrogations rhétoriques, en grand nombre, il s'interroge, il fait de très belles phrases, il s'adresse à autrui, comme s'il était Sénèque, ou plutôt Cicéron, devant l'Assemblée, vous voyez, ou Mélenchon, traînant dans sa candidature, ou que vous voulez, enfin voilà.
quelqu'un qui est tranquille, qui vient faire un discours d'une manière ou d'une autre, alors qu'il est détruit complètement. Et donc c'est évidemment affreux, impossible et pourtant possible, et donc quelque part comique. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Il fait une espèce d'aller-retour sur l'ensemble du conte de Candide. Puisqu'on voit, je le reprends un peu à l'envers, Candide nous rappelle que Mademoiselle Cunégonde, donc Cunégonde, alors vous voyez tous les noms, hein, Gonde, Burgonde, Cune, Con, voilà, inutile de faire la liste, voilà. C'est un mot valise, bien sûr. On lui a fendu le ventre. Donc effectivement, on lui a fendu le ventre, mais aussi on l'a violé, bien sûr, bien entendu. Ça, c'est plutôt au début. L'Anabaptiste, qui est un peu avant. Alors les Anabaptistes, donc, c'est ceux qui sont rebaptisés. Donc les Anabaptistes, tout le monde les déteste. Les Anabaptistes, vraiment, tout le monde les déteste. Les catholiques, comme les protestants. Parce que quand vous êtes protestant traditionnel ou catholique traditionnel, on vous baptise au départ, normalement. Et donc, au départ, par exemple, les bébés, voilà. Chez les protestants, maintenant, on modifie un petit peu, et parfois chez les catholiques. On vous baptise au départ. Et les anabaptistes disaient, quand on baptise un enfant tout petit, c'est embêtant parce qu'on ne lui a pas demandé son avis, et finalement, ça n'a pas une grande valeur. Mais les catholiques répondaient avec beaucoup d'énergie, oui, mais si on ne le baptise pas tout petit, et qu'il meurt dans les 5 minutes qui suivent, il part directement en enfer, le pauvre gamin. Donc, il faut le baptiser tout de suite, et donc, il fait partie de l'Église catholique, et pareil pour les luthériens, et pareil pour les calvinistes. Les anabaptistes disent, non, pas du tout, on doit être baptisé, et parfois ça se pratique comme ça maintenant, aux États-Unis ou en France, quand on est mûr, hein, voilà, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, ou 50 ans ou 60 ans. Et donc, s'ils ont déjà été baptisés une première fois quand ils étaient petits, eh bien, ils se font rebaptiser. Ça existe encore au temple de Revel ou n'importe où ailleurs. Des gens se font rebaptiser pour dire vraiment, aussi bien d'ailleurs chez les catholiques que chez les protestants, pour dire leur engagement. Et donc là, c'est quelque chose qui au XVIIe, XVIIIe siècle est extraordinairement condamné parce que c'est vraiment scandaleux absolument. Et donc les anabaptistes sont massacrés à travers l'Europe. Alors, je sais pas, on parle de 30 000, 40 000 anabaptistes massacrés. Hein. Enfin, on les brûle, enfin tout, hein, voilà, on les brûle en général. Chez les catholiques comme chez les protestants, à Genève comme à Rome ou à Paris, parce qu'effectivement, ils sont vraiment quelque chose qui est insupportable aux yeux des églises de l'époque, en mettant église au pluriel. Les anabaptistes sont plutôt sympathiques par ailleurs, hein, ils veulent juste être baptisés une deuxième fois. Mais bon, ils sont vraiment massacrés. Ici, avant d'arriver à Lisbonne, l'anabaptiste tombe dans la mer et il se noie. Donc il est baptisé une deuxième fois, une troisième fois. Hein, vous comprenez, parce qu'être baptisé, c'est être arrosé ou immergé complètement. Et donc lui, quelque gentil qu'il soit, il est très gentil, cet anabaptiste. Dieu ne va pas l'empêcher d'être rebaptisé une troisième fois et mourir, hein, bien entendu. Mon cher anabaptiste, etc. Et donc, évidemment, ces révoltes de Voltaire contre le massacre des anabaptistes, pour lesquels il n'avait aucune sympathie. Hein. Pas plus qu'il avait la moindre sympathie pour Calas, à Toulouse, hein, qui étaient des familles protestantes de commerçants, etc. etc. Les Calas ne s'intéressaient pas du tout. Pour lui, c'était même des crétins. Et Toulouse est une ville de crétins, enfin, de pauvres types. Mais il avait remarqué que Calas, quel que soit Calas et quelle que soit la famille de Calas, et quelque inimitié que Voltaire et pour les protestants, avait été effectivement victime d'une injustice à Toulouse, et que donc c'était une affaire qui importait. Il n'avait aucune sympathie pour la famille Calas, mais il avait encore moins de sympathie pour les gens qui ont amené la mort de Calas à Toulouse sur la place du Parlement. Auparavant, mon cher Pangloss, le plus grand des philosophes, faut-il vous avoir lu pendre ? Là, on est immédiat, hein, voilà, juste à l'instant. Le plus grand des philosophes, bon, évidemment, un peu des doutes, bien sûr. Lui, il a été fait chez les Bulgares, puisqu'effectivement, il a été fait soldat de force chez les Bulgares, qui sont les ennemis des Avars, donc les Avars et les Bulgares. Et donc, comme il ne fait pas bien l'exercice, on lui donne des coups de bâton, et jusqu'au point que sa peau est arrachée, donc fessée au sens terrible du terme. Il s'en retournait, se soutenant à peine, prêchait, fessé, absous et béni, lorsqu'une veillée l'aborda. Et donc voilà de nouveau une suite d'adjectifs ou de participes qui s'annulent un peu les uns les autres tout en s'accumulant. Prêcher, oui, bien sûr, il a été prêché, il y a eu le serment. Fesser, ça rime, enfin, ça fait même presque par onomase, hein, et chaque fois. Donc, prêcher, fesser, voilà, ça fait poésie sonore, prêcher, fesser, voilà. Absous et béni, donc absous, puisque donc on l'a pas exécuté quant à lui, et au bout du compte, on l'a même béni, il rentre chez toi, voilà, très bien. Il est donc libéré, tous les autres sont tués, hein, sauf lui. Lorsqu'une vieille l'aborda, et donc cette vieille, on va voir peu à peu ce que c'est, voilà, et qui va l'entraîner, effectivement, dans de nouvelles possibilités d'aventure. Suivez-moi, prenez courage, suivez-moi. Ça s'adresse quelque part au lecteur aussi. Lecteur, suivez-moi, on y va. On va passer du chapitre 6 au chapitre 7. L'histoire rebondit, c'est une série de catastrophes, mais ça rebondit. Un peu comme la vie de Voltaire, hein, qui sans arrêt donc, est une vie douloureuse. Hein. C'est pas un type qui a beaucoup rigolé toujours dans sa vie, qui a eu des contradictions considérables avec les hommes, avec les femmes, avec des amitiés, avec les trahisons, avec diverses choses. Hein. Les affrontements avec diverses personnes ont été terribles, mais qui a toujours, on va dire,
rebondit, pour employer un terme d'aujourd'hui. D'ailleurs, l'année prochaine, je pense, si on continue les classiques au détail, évoquer une figure très intéressante de Madame du Châtelet, qui était la compagne de Voltaire pendant quelques années, qui était morte à ce moment-là, qui était une des plus grandes physiciennes du temps, une femme remarquable, et qui a aussi écrit un essai sur le bonheur très remarquable, et qui vivait avec Voltaire, enfin bon, amoureusement, hein, voilà, mais il faisait aussi beaucoup de physique et de chimie ensemble, au sens vraiment de la physique et de la chimie. Au début de Candide s'aperçoit que Cunégonde prenait des leçons de physique expérimentale avec un homme, et donc là c'était un autre sens du terme, bien sûr. Et donc voilà un petit peu quelques remarques sur ce texte remarquable de Candide, qui nous fait faire le tour du monde du XVIIIe siècle, quand on le lit à l'entier. Si vous l'avez un peu étudié au collège ou au lycée, relisez-le tranquillement. Achetez-le dans les belles librairies comme ici Ombre Blanche, il y a plusieurs éditions qui sont bien. L'idéal c'est de le prendre dans une édition pas trop savante, on n'a pas besoin de s'encombrer de trop de notes, et c'est de le lire à l'entier dans le rythme, tranquillement, en oubliant qu'on l'a déjà lu, qu'on a déjà entendu parler, que Yves Le Pestipon en a parlé. Le lire vraiment pour le plaisir, comme on regarde un dessin animé de Tex Avery, ou un Popeye, ou un truc comme ça, en se prenant un petit verre à côté, voilà, dans un bel endroit, et de se dire, tiens, ce livre a été écrit la semaine dernière ou la semaine prochaine, il va sortir prochainement, il mérite le Goncourt et tous les prix littéraires, sans exception. Candide a été un succès phénoménal à l'époque, il le reste, un livre extrêmement lu et traduit, et qu'effectivement on peut lire et relire. Moi j'ai fait des cours sur Candide, etc. Et là, pour le plaisir, pour la rencontre, je l'ai relu là, ces derniers jours, et c'est un enchantement parce qu'on s'aperçoit qu'on l'a lu, on le connaît presque par cœur, on l'a complètement oublié d'une certaine manière, et que c'est toujours extrêmement vivant. C'est un texte qui ressort constamment de ses cendres, de l'oubli, de l'étude. Il triomphe même des universitaires, ce qui n'est pas évident, hein, voilà, des profs de Cagne et compagnie. Enfin, il est plus fort que les commentateurs qui le font, un peu comme La Fontaine de ce point de vue-là. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Il s'agissait à l'instant d'un classique au détail proposé par Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, lundi 4 mai 2026, autour du chapitre 6 de Candide de Voltaire. Réalisation et mise en onde Radio avec Radio Plus et Radio Terre.